Je me suis présenté à une fête que ma femme avait dit être une soirée entre filles. La porte d'entrée était grande ouverte. La musique était forte. Et l'homme, debout trop près d'elle sur la terrasse arrière, était quelqu'un en qui j'avais plus confiance qu'en quiconque en dehors de ma propre famille. Elle s'est figée quand elle m'a vu. Ce que j'ai dit ensuite a fait taire 50 personnes. Mais cette nuit-là n'était que la surface. Ce qui se cachait en dessous était bien pire. Je m'appelle Dean Taney. J'ai 45 ans. Je suis superviseur de car à l'usine d'Allagene Steel Processing à Youngstown, Ohio, depuis 11 ans. Avant cela, je travaillais à l'atelier, à souder, couper, transporter de l'acier jusqu'à ce que mes épaules me fassent mal et que mes mains ressemblent à du vieux cuir. J'ai gravi les échelons. Personne ne m'a rien donné. J'ai épousé ma femme, Delaney, quand j'avais 24 ans et elle 21. Nous avons eu notre fils, Landon, quelques années plus tard. Il vient d'avoir 14 ans. Pendant la majeure partie de ces années, je pensais que nous étions solides. Pas parfait, personne ne l'est, mais solide. Il s'avère que j'étais le seul à le croire. C'était un samedi début octobre. Delaney m'a dit qu'elle allait à la fête d'anniversaire de son ami Amber. Une petite fête, juste quelques filles de sa salle de sport et quelques voisins. Elle est partie vers 18h dans une robe noire que je n'avais jamais vue, des talons qui semblaient neufs, et assez de parfum pour remplir un parking souterrain. Je me souviens avoir pensé qu'elle était magnifique. Je me souviens aussi avoir pensé qu'elle ne s'était pas habillée comme ça pour moi depuis longtemps, mais j'ai repoussé cette pensée. C'est ce que je faisais toujours, repousser les choses. Vers 20h30, j'ai reçu un SMS de mon ami Glenn. Court, décontracté, salut mec, tu viens à la soirée d'Amber? J'ai entendu dire que ça devenait assez animé là-bas. J'ai regardé l'écran pendant une seconde. Glenn était au courant de la fête. Delaney n'avait jamais mentionné que c'était autre chose qu'une soirée entre filles. J'ai répondu en demandant ce qu'il entendait par animé. Il n'a pas répondu. Quelque chose a bougé dans ma poitrine. Pas de la suspicion exactement, plus comme une porte s'ouvrant que je n'avais pas remarqué auparavant. J'ai attrapé les clés de mon camion, j'ai dit à Landon que je serais de retour dans 1 heure, et j'ai traversé la ville jusqu'à la maison d'Amber. La rue était pleine de voitures. La musique résonnait de l'intérieur. Je pouvais voir des gens à travers la fenêtre d'entrée, bien plus que pour un petit rassemblement d'anniversaire. Je me suis garé à un pâté de maison et j'ai remonté l'allée. La porte d'entrée était grande ouverte. Une banderole au-dessus de l'entrée disait « Surprise » en lettres dorées, mais personne ne semblait plus surpris par rien. La fête battait son plein. Je suis entré. Quelques têtes se sont tournées. Quelqu'un a fait un signe de la main. Chris, le mari d'Amber, m'a aperçu depuis l'embrasure de la cuisine et a levé sa bière avec un sourire confus, comme s'il n'était pas sûr que j'ai ma place ici. J'ai hoché la tête, continuant d'avancer. J'ai scanné le salon, le couloir, la salle à manger. Pas de Delaney. Puis j'ai entendu son rire. Ce rire particulier, léger, coquin, répété, venant de la terrasse arrière. Je n'avais pas entendu ce rire dirigé vers moi depuis des années. J'ai traversé la foule et j'ai atteint la porte coulissante en verre. À travers la vitre, je l'ai vu. Delaney était appuyé contre la balustrade du patio, un verre de vin suspendu à ses doigts, son autre main posée sur la poitrine d'un homme que je connaissais très bien. Reed Keegan, le parrain de mon fils, l'homme que j'avais choisi pour se tenir à mes côtés au baptême de Landon, l'homme qui venait à nos dîners de Thanksgiving, qui m'avait aidé à construire la terrasse de notre jardin. Que j'avais appelé à 2h du matin lorsque Landon avait eu une crise et que j'avais besoin de quelqu'un pour suivre l'ambulance. La main de Reed était sur sa taille, pas de manière décontractée, pas amicale. Son pouce traçait de petits cercles juste au-dessus de sa hanche, et elle s'y penchait comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Elle lui a murmuré quelque chose à l'oreille et il a souri lentement, d'un sourire familier, confortable. Ma gorge s'est serrée, mes mains se sont serrées en poing sur mes côtés. Je suis resté là ce qui a semblé 1 heure, mais ne pouvait pas être plus de 10 secondes. Puis j'ai ouvert la porte coulissante. Le bruit de la porte grinçant sur le rail les a fait se retourner tous les deux. Le visage de Delaney est devenu blanc. Le verre de vin dans sa main s'est incliné et du rouge a éclaboussé le béton. Reed a reculé, mais pas assez vite. Pas assez vite. Je l'ai regardé, puis lui, puis de nouveau elle. C'est ça,
la soirée entre filles que tu as mentionnée. Ma voix est sortie plate, régulière, comme si je lisais un rapport de quart. Le patio est devenu silencieux. 3 ou 4 personnes qui se tenaient à proximité se sont pétrifiées. Quelqu'un à l'intérieur a baissé la musique. Ou, eh bien, c'est ce que ça a semblé. Delaney a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Reed a levé les 2 mains comme s'il essayait de calmer une tempête. Dean, écoute. Ce n'est pas. Ne. Je l'ai coupé. N'ose pas finir cette phrase. Pas ici. Jamais. Je me suis retourné vers Delaney. Elle avait ce regard. Celui où elle calculait déjà, construisait déjà l'histoire qu'elle allait me vendre plus tard. Je l'avais déjà vu pour de petites choses. Je n'aurais jamais pensé le voir debout dans les décombres de tout mon mariage. Depuis combien de temps? J'ai demandé. Elle a secoué la tête. Dean, s'il te plaît, pas ici. Rentrons à la maison. Et depuis combien de temps, Delaney? Son menton s'est baissé. Elle n'a pas répondu. Elle n'avait pas besoin de le faire. Le silence m'a tout dit. Ce n'était pas nouveau. Ce n'était pas une erreur. C'était une vie qu'elle menait derrière mon dos. Je me suis présenté inopinément à une fête surprise et j'ai découvert la trahison de ma femme. Elle s'est figée au moment où elle m'a vu. Et ce que j'ai dit après a sidéré tout le monde sur ce patio. Tu as choisi le parrain de notre fils, dis-je doucement. Tu m'as laissé lui faire confiance avec mon garçon, et ensuite tu lui as donné tout ce qui était censé être à nous. Personne n'a bougé. Personne n'a respiré. Je me suis retourné et j'ai retraversé la maison. Passant devant les visages figés, devant le gâteau à moitié mangé, devant Chris, qui était figé avec un ouvre-bouteille à la main. Je n'ai pas couru. Je n'ai rien claqué. Je suis juste sorti par la porte d'entrée, le long de l'allée, et dans le froid d'octobre. Derrière moi, j'ai entendu Delaney m'appeler. 1 fois, 2 fois. Je ne me suis pas arrêté. J'ai roulé pendant plus d'1 heure sans destination. Juste l'autoroute sombre, le bourdonnement du moteur, et cette horrible sensation de vide se répandant dans ma poitrine comme du pétrole renversé sur du béton. Mon téléphone a vibré sur le siège passager. D'abord Delaney, puis Glenn, puis Delaney encore. Je ne l'ai pas touché. J'ai fini sur le parking d'une aire de repos sur l'île 80. Moteur au ralenti, mains agrippées au volant. Les lumières fluorescentes au-dessus éclairaient tout d'une lueur jaune LED qui faisait ressembler le monde entier à une mauvaise photographie. Je suis resté assis là, rejouant la scène. La main de Reed sur sa taille. Elle se penchant vers lui. Ce rire, ce visage qu'elle a fait quand elle m'a vu. Pas de culpabilité, pas de honte, juste un pur inconvénient. Comme si j'étais une livraison qui était arrivée le mauvais jour. Finalement, j'ai pris le téléphone. 19 appels manqués, 12 SMS. J'ai fait défiler les messages de Delaney un par un. Dean, s'il te plaît, rentre à la maison. Nous devons parler de ça comme des adultes. Tu exagères. Ce n'était pas ce que ça avait l'air. R et moi sommes amis. Tu vois des choses qui n'existent pas. Amis, le mot m'a frappé comme une gifle. J'avais vu des amis. J'avais été ami avec des gens toute ma vie. Les amis ne tracent pas des cercles sur les hanches de l'autre dans le noir en se cachant d'une fête. Le dernier message fut celui qui creusa le plus profondément. Si tu m'aimais assez pour écouter, tu rentrerais à la maison au lieu de fuir comme un enfant. J'ai fixé cette phrase jusqu'à ce que ma vision se trouble. Elle avait trompé. Elle s'était fait prendre. Et d'une manière ou d'une autre, en 2 heures, elle avait déjà fait de ma faute. J'ai appelé mon jeune frère, Ray. Il a décroché à la 2e sonnerie, la voix pâteuse. Je lui ai dit que j'avais besoin d'un endroit pour la nuit. Il n'a pas demandé pourquoi, a juste dit que la porte latérale était déverrouillée et qu'il y avait des serviettes propres dans le placard du couloir. C'est ça, Ray. Il savait quand parler et quand laisser la lumière allumée. Je suis arrivé chez lui vers minuit. Je me suis assis sur le lit d'appoint dans mes bottes de travail, regardant le plafond. Le sommeil n'est pas venu. La colère, oui, mais pas le genre qui brûle fort et vite. C'était lent, profond, le genre qui s'installe dans vos os et recable la façon dont vous voyez tout. Chaque nuit où elle travaillait tard. Chaque week-end où elle disait être chez sa mère.
Chaque fois que je demandais si quelque chose n'allait pas et qu'elle me regardait comme si j'étais paranoïaque. Je n'étais pas paranoïaque. J'avais raison. Je ne me faisais juste pas assez confiance pour le croire. Le lendemain matin, j'ai pris une douche, emprunté une des chemises de Ray, et j'ai conduit jusqu'à l'usine. J'ai pointé comme si rien ne s'était passé. J'ai dirigé le briefing du matin, vérifié les calibrations de la ligne de presse, signé les journaux de sécurité. Mes gars ont pu voir que quelque chose n'allait pas. J'ai surpris quelques regards de côté, mais personne n'a dit un mot. C'est la culture à l'atelier. On ne fouine pas, on se contente de se montrer. Vers midi, Glenn m'a envoyé un SMS. « Eh, frérot. Ça va ? J'ai entendu dire que les choses s'étaient gâtées hier soir. » Je l'ai lu 2 fois. J'ai répondu, « Depuis combien de temps savais-tu ? » 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus, puis plus rien. Pendant 40 minutes, rien. Finalement, sa réponse est arrivée. Quelques mois, peut-être. Je les ai vus dans un restaurant à Warren en août. Je n'étais pas sûr de ce que je regardais. Je ne voulais pas déclencher quelque chose si j'avais tort. J'ai posé le téléphone, pris une clé à molette, me suis rassis. Mes mains tremblaient, non de tristesse, mais du poids de réaliser que les personnes en qui j'avais le plus confiance avaient toutes décidé que je ne méritais pas la vérité. Glenn était mon ami le plus proche depuis 9 ans. Nous avions travaillé les mêmes quarts, sommes allés à la chasse ensemble, nous sommes aidés à déménager des meubles. Il s'était assis dans ma cuisine, buvant mon café, regardant ma femme dans les yeux, sachant ce qu'elle faisait dans mon dos. Et il n'avait rien dit. Pas un indice, pas un avertissement, pas même un vague « Eh, tout va bien à la maison ». Je n'ai pas répondu à son SMS. Pas ce jour-là. Jamais. Certains silences en disent plus que n'importe quel mot. Et celui que j'ai donné à Glenn fut la chose la plus forte que j'ai jamais dite. Ce soir-là, je suis retourné chez Ray. Landon m'avait envoyé 2 SMS demandant où j'étais. Je lui ai dit que j'avais un carto et que je dormais chez l'oncle Ray. Il a renvoyé un emoji pouce levé. 14 ans et aucune idée que son monde entier était sur le point de basculer sous lui. Je me suis assis sur le porche avec une tasse de café qui est restée froide dans mes mains et j'ai pris une décision. Fini les suppositions, fini l'espoir. Demain, j'appelais un avocat. Le bureau de Donald Underwood était au 2e étage d'un immeuble en briques du centre-ville, coincé entre un préparateur de déclaration de revenus et un dentiste. La moquette était grise. Les chaises étaient vieilles et le diplôme au mur venait de Case Western, promotion 96. Rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui comptait, c'était la façon dont il écoutait. Pas de hochement de tête, pas de fausse sympathie. Il restait juste assis avec son stylo posé à plat sur le bureau et me laissait parler. Je lui ai tout raconté. La fête, Reed, les messages, Glenn, tout. Quand j'ai eu fini, Donald s'est penché en arrière et a tapoté son stylo 2 fois. La première chose que nous faisons est de vérifier les finances, les comptes joints, les cartes de crédit, tout ce qui porte vos 2 noms. Si elle a planifié cela, il y aura une trace. Il n'avait pas tort. La comptable judiciaire qui l'a fait venir, une femme silencieuse nommée Sheila, qui semblait auditer les âmes des gens pour gagner sa vie, a mis 3 jours à reconstituer le tableau. Quand elle l'a étalé sur le bureau de Donald, j'ai senti le sol basculer sous moi. Au cours des 2 dernières années et demie, Delaney avait retiré un peu plus de 91 000 $ de nos économies communes et d'une ligne de crédit sur la valeur nette de notre maison que je ne savais même pas qu'elle avait ouverte. Les retraits étaient petits. 300 ici, 450 là, espacés de manière à ne jamais déclencher d'alerte. Elle avait vidé nos comptes comme une fuite lente dans un tuyau que l'on ne remarque pas avant que le sous-sol ne soit inondé. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'était la maison. Notre maison, celle pour laquelle j'avais versé un acompte avec l'argent que j'avais économisé en faisant des doubles quarts pendant 3 ans. Des mois avant la fête, Delaney s'était rendu chez un notaire et avait transféré le titre de propriété au nom de sa mère, Gail. Ma signature sur le document de transfert était falsifiée. Une imitation maladroite qui ne correspondait même pas à mon écriture sur la demande de prêt immobilier qui se trouvait juste à côté dans le dossier. Ce n'est pas seulement un motif de règlement de divorce favorable, a noté Donald, feuilletant les pages. C'est de la fraude, potentiellement criminelle. J'étais assis là, fixant les chiffres. 91 000 $.
Le fonds d'études supérieures de notre fils, celui que je construisais depuis qu'il avait 2 ans, contenait 43 000 $ la dernière fois que j'ai vérifié. Sheila l'a affiché. Solde actuel, 612 $. Elle l'avait vidé. Chaque dernier dollar. L'avenir de Landon avait été nettoyé à sec pour financer la stratégie de sortie qu'elle construisait avec Reed. Où est passé l'argent? J'ai demandé. Sheila a fait glisser une impression sur le bureau. Des paiements mensuels à une société de gestion immobilière à Accran. 1800 $ par mois pour un appartement d'une chambre louée sous le nom de jeune fille de Delaney. Des achats de cadeaux dans une bijouterie pour hommes. 2 billets d'avion pour Nashville en mars dernier. Un week-end où je pensais qu'elle rendait visite à sa cousine à Pittsburgh. Elle vivait une seconde vie. Pas sur un coup de tête, pas par passion, mais avec des tableurs et de la planification. Pendant que je faisais des heures supplémentaires pour couvrir l'hypothèque, elle siphonnait nos économies dans un monde que je ne connaissais pas. J'ai regardé Donald. Qu'est-ce qu'on fait? Nous déposons et nous ne négocions pas. Elle a commis une fraude avec le transfert de titres et elle a vidé des biens matrimoniaux sans consentement. En Ohio, cela change considérablement les calculs. Il a fait une pause. Médine, elle va se battre. Les femmes comme ça ne se rendent pas. Elle s'intensifie. Il n'avait aucune idée à quel point il avait raison. Ce soir-là, je suis passé devant notre maison. Je ne me suis pas arrêté, j'ai juste ralenti. Les lumières étaient allumées dans la cuisine. La fenêtre de la chambre de Landon brillait de bleu à cause de son écran d'ordinateur. Tout semblait normal, paisible, même comme une carte postale d'une vie qui avait déjà brûlé au sol, mais n'avait pas encore fini de s'effondrer. J'ai pensé à frapper à la porte, à prendre mon fils, à tout lui dire, mais il avait 14 ans. Il n'avait pas besoin que le fardeau de son père lui tombe sur les genoux. Pas encore. Pas comme ça. Alors j'ai continué à rouler, de retour chez Ray, de retour dans la chambre d'amis qui commençait à se sentir moins temporaire et plus comme un trou de renard. Je me suis assis sur le lit et j'ai ouvert le dossier que Sheila m'avait donné. Page après page de transactions, de dates, de montants. Chaque ligne était un mensonge que Delaney m'avait raconté. Chaque retrait était un moment où elle m'avait regardé dans les yeux et avait fait semblant que nous allions bien. J'ai refermé le dossier, l'ai posé sur la table de nuit et j'ai éteint la lumière. Demain, nous déposerons la demande. 3 jours après que Donald a déposé les papiers du divorce, je suis rentré à l'appartement de Ray après un quart de 10 heures et j'ai trouvé 2 policiers de Youngstown devant la porte. Un homme et une femme, tous 2 en uniforme, tous 2 avec des expressions qui me disaient que ce n'était pas une visite sociale. Dean Taney, a demandé l'officier femme. C'est moi, madame. Nous avons besoin de vous parler concernant une plainte déposée par votre femme, Delaney Taney. Mon estomac s'est noué, mais j'ai gardé mon visage impassible. 11 ans de supervision d'une aciérie vous apprennent à rester calme quand tout autour de vous est en feu. Quel genre de plainte? Ils m'ont dit que Delaney s'était rendu au poste ce matin-là et avait déposé un rapport affirmant que je l'avais menacé lors d'un appel téléphonique 2 nuits auparavant. Elle alléguait que je lui avais dit que je la ferais regretter tout et qu'elle craignait pour sa sécurité. Je n'avais pas parlé à Delaney depuis la fête. Pas un mot, pas un appel. Les relevés téléphoniques le prouveraient. Officier, j'ai répondu avec assurance. Je n'ai pas parlé à ma femme depuis plus d'1 semaine. Je ne l'ai pas appelée, ne lui ai pas envoyé de SMS, et n'ai pas été à moins d'1 kilomètre de cette maison. Mon avocat peut confirmer la chronologie, et mes relevés téléphoniques montreront exactement 0 contact. L'officier homme a déplacé son poids. Il avait l'air mal à l'aise, comme s'il savait que c'était mince, mais qu'il devait quand même aller au bout. Monsieur, une ordonnance de protection temporaire a été émise. Vous êtes tenu de rester à au moins 150 mètres de la résidence et de Madame Taney. Mon fils vit dans cette maison, dis-je, et ma voix resta stable, mais quelque chose en moi se fractura. L'ordonnance ne restreint pas le contact avec votre enfant mineur, mais tout arrangement doit passer par le tribunal ou un tiers. Ils m'ont tendu les papiers. J'ai signé là où ils m'ont indiqué. Ils sont partis. Je suis resté longtemps dans le couloir, tenant ce document. La femme qui m'avait menti, m'avait volé, m'avait trahi avec le parrain de mon fils. Elle venait d'utiliser le système juridique pour me faire passer pour la menace. Elle ne pouvait pas me battre par la vérité, alors elle a essayé de me battre avec un insigne et une signature. J'ai appelé Donald immédiatement.
Il n'était pas surpris. C'est une tactique classique, dit-il platement. Elle essaie d'établir un récit. Mari dangereux, femme effrayée. Cela lui donne un levier dans les discussions de garde et vous fait paraître instable. Il a fait une pause. La bonne nouvelle, c'est que ça va s'effondrer. Nous avons les relevés téléphoniques. Nous avons la documentation sur la fraude financière et nous avons un transfert de titres falsifiés. Sa crédibilité est un château de cartes. Dean, il nous suffit de la laisser tomber selon son propre calendrier. Et en attendant, je ne peux pas voir mon fils. Vous pouvez. Il faut juste que ce soit coordonné. Je déposerai une requête pour une visite temporaire d'ici la fin de la journée. J'ai raccroché et je me suis assis sur le canapé de Ray. La colère que j'avais contrôlée depuis cette nuit sur le patio s'est finalement levée comme la chaleur d'une fournaise. Pas bruyante, pas insouciante, juste lourde et régulière et partout à la fois. Elle était prête à utiliser la police contre moi. Elle était prête à placer une ordonnance restrictive entre moi et mon propre fils. Non pas parce qu'elle avait peur, mais parce qu'elle perdait le contrôle, et c'était la seule arme qui lui restait. Cette nuit-là, Ray est rentré et m'a trouvé assis à la table de la cuisine avec l'ordonnance de protection, l'audit financier et une bière que je n'avais pas touchée. C'est si grave, a-t-il demandé, posant ses clés sur le comptoir. Elle a dit aux flics que je l'avais menacé. Ray a tiré une chaise et s'est assis en face de moi. Il n'a rien dit pendant un moment, puis, doucement, « De quoi as-tu besoin ?»« J'ai besoin de ne pas devenir l'homme qu'elle décrit, ai-je répondu, parce que c'est ce sur quoi elle compte. Ray a hoché la tête lentement. Alors ne le fais pas. Simple comme ça. 2 mots, et c'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Je me suis couché cette nuit-là en pensant à Landon, à la façon dont il dormait sous un toit que j'avais payé, dans une chambre que j'avais peinte, à côté d'une mère qui avait transformé son père en fantôme d'un simple coup de fil. Et le plus difficile n'était pas l'injustice. C'était de savoir que mon garçon entendait peut-être sa version de l'histoire en ce moment et y croyait. J'ai fixé le plafond jusqu'à ce que le sommeil vienne enfin. Ce n'était pas du repos. C'était juste le corps qui se rendait avant que l'esprit ne soit prêt. Donald a réussi à avancer l'audience pour l'ordonnance de protection. Cela a pris 4 jours au lieu des 2 semaines habituelles. Il a fait jouer une faveur auprès du greffe. Quand nous sommes entrés dans cette salle d'audience, j'avais un dossier assez épais pour arrêter une balle. Relevé téléphonique montrant 0 contact avec Delaney depuis la fête, donner des antennes relais confirmant que j'étais à l'appartement de Ray chaque nuit où elle prétendait que je rôdais près de la maison, et un audit financier qui retournait toute son histoire de victime. L'avocat de Delaney, un jeune homme dans un costume mal ajusté, a essayé de soutenir que j'avais un comportement d'intimidation. Donald s'est levé, a déposé les relevés téléphoniques sur le bureau du juge et a laissé le silence faire son œuvre. Le juge les a examinés pendant environ 90 secondes, puis a regardé Delaney par-dessus le bord de ses lunettes. Madame Tanet, il n'y a aucune preuve de contact entre vous et votre mari pendant la période en question. Aucune. L'ordonnance de protection a été dissoute. Je pouvais revoir mon fils. Mais ce n'était pas la partie qui a tout changé. C'est ce que j'ai découvert cette nuit-là, quand je suis rentré chez Ray et que je me suis finalement assis avec la sauvegarde cloud de Delaney. Nous partagions toujours un compte iCloud familial. Une de ces choses que l'on configure il y a des années et auxquelles on ne pense plus. Ces messages se synchronisaient automatiquement. Je n'avais pas regardé avant parce que je n'étais pas prêt. Maintenant, je l'étais. La conversation avec Reed remontait à 14 mois. Pas 8, pas 6. 14 mois de messages, de notes vocales, de photos partagées de restaurants et de halls d'hôtels. Ils avaient un système. Elle utilisait un nom de code pour lui dans ses contacts, Dr. Elliott, comme s'il s'agissait d'un rendez-vous chez le dentiste qu'elle honorait tous les jeudis. Mais le fil qui m'a dévasté n'était pas celui avec Reed. C'était celui avec sa sœur Pauline. Delaney avait exposé toute sa stratégie de sortie dans une série de messages s'étendant sur 7 mois. Elle avait dit à Pauline qu'elle allait éliminer Dean progressivement. Elle a décrit comment elle avait dit à des amis que nous vivions comme des colocataires, dormant dans des chambres séparées, nous éloignant l'un de l'autre. Rien de tout cela n'était vrai. Nous partagions un lit chaque nuit jusqu'à la semaine où je suis parti. Elle a écrit sur le transfert de la maison, comment elle avait trouvé un notaire à Accran qui ne posait pas trop de questions. Elle a écrit sur le drainage des économies, juste de petites sommes. Il ne vérifie jamais les relevés. Et puis,
dans un message daté de 4 mois avant la fête, elle a écrit quelque chose qui m'a fait poser le téléphone et fixer le mur pendant 10 minutes. Une fois que Reed et moi serons installés, je dirai à Landon que Dean a choisi de partir. Les enfants croient ce que leur mère leur dise. Il finira par s'y faire. Elle ne prévoyait pas seulement de me quitter. Elle prévoyait de m'effacer de la vie de mon propre fils et de réécrire l'histoire de sorte que je sois celui qui était parti. J'ai transféré chaque message à Donald. Puis je me suis assis dans l'obscurité et j'ai pensé à Landon, à toutes les petites façons dont Delaney avait peut-être déjà commencé à empoisonner le puits. Les commentaires désinvoltes, les soupirs quand je rentrais tard. La façon dont elle disait parfois, juste devant lui, « Ton père travaille tellement. On dirait qu'il ne vit même pas ici. » J'ai appelé Landon le lendemain matin. J'ai gardé le ton léger. J'ai demandé des nouvelles de l'école, de ses essais de basket-ball, du chien. Puis, avec prudence, je lui ai posé une question que je redoutais. « Landon, maman t'a-t-elle dit quelque chose à mon sujet récemment? Quelque chose qui t'a confus ou qui ne sonnait pas juste ?» Il est resté silencieux pendant quelques secondes. Puis il a dit, « Elle m'a dit que tu ne voulais plus vivre avec nous. Que tu avais choisi le travail plutôt que ta famille. » Ma poitrine s'est serrée si fort que je pouvais sentir mon cœur battre dans mes tempes. « Ce n'est pas vrai, mon fils. Pas un seul mot. Je veux que tu le saches. » « Alors pourquoi n'es-tu pas là, papa? » « Parce que parfois, la vérité prend un peu plus de temps à être démêlée que les mensonges. Mais je ne vais nulle part. Tu m'entends? Oui, dit-il doucement. Je t'entends. J'ai raccroché et j'ai pressé le téléphone contre mon front. Elle avait déjà commencé. La campagne pour monter mon garçon contre moi était déjà en marche, coulant dans ses oreilles comme de l'eau lente, érodant la pierre. Mais maintenant, j'avais la preuve. Chaque message, chaque plan, chaque mensonge calculé, sauvegardé, horodaté, et se trouvant dans la boîte de réception de mon avocat. Elle voulait réécrire l'histoire. J'étais sur le point de remettre au juge le brouillon original. L'évaluation de la garde était prévue un jeudi. Donald avait organisé des visites temporaires, un week-end sur 2, les mercredis soirs, mais ce n'était pas suffisant. Landon déclinait. Je pouvais l'entendre dans sa voix lors de nos appels ou des réponses plus courtes, des silences plus longs, la façon dont il disait « je suppose » au lieu de « oui », comme si quelque chose en lui s'éteignait lentement. Puis, un mardi soir, mon téléphone a sonné à 23h15. Le nom de Landon est apparu à l'écran. Papa. Sa voix était faible, tremblante. Tu peux venir me chercher? J'étais déjà en train de chercher mes clés. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est là. Reed. Il dort dans ton lit. Maman a mis ses affaires dans le placard. Il y a de la crème à raser dans la salle de bain qui n'est pas à toi et des chaussures près de la porte qui ne sont pas à toi, et je ne peux pas, sa voix s'est brisée. Je ne peux pas rester ici, papa. S'il te plaît. Je suis en route. Fais un sac. J'arrive dans 20 minutes. J'ai roulé à 25 km/h au-dessus de la limite de vitesse tout le long du chemin. Quand je me suis arrêté, Landon était assis sur les marches du Porsche avec un sac à dos et ses chaussures de basket attachées par les lacets, suspendues à son épaule. Il avait l'air petit sous la lumière du Porsche, plus petit qu'un garçon de 14 ans ne devrait l'être. Il est monté dans le camion sans un mot. Nous avons roulé en silence pendant quelques kilomètres. Puis il a parlé. Elle m'a dit que c'était toi qui avais tout gâché, que tu l'avais embarrassé à la fête d'Amber et que tu avais inventé des mensonges sur Reed pour attirer l'attention. J'ai serré le volant et je n'ai rien dit pendant un instant. Puis, qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'elle ment parce que Reed vient depuis l'été dernier et qu'elle m'envoyait dans ma chambre chaque fois qu'il se montrait. Elle m'a dit qu'il l'aidait avec les impôts. Il m'a regardé. Personne ne fait les impôts à 22h, papa. Un enfant de 14 ans appelant son père à 23h parce qu'un autre homme dort dans le lit de son père. C'est déchirant. Dean n'a pas hésité une seconde. C'est ce que fait un vrai père. Malgré tout, j'ai presque souri. Le gamin était plus perspicace que nous ne l'avions cru. Je suis désolé que tu aies eu à porter ça, lui dis-je doucement. Je veux juste rester avec toi. Alors tu restes avec moi. J'ai appelé Donald dès le matin et lui ai dit que Landon était avec moi. Il m'a conseillé de déposer une demande de modification d'urgence de l'accord de garde.
La présence d'un partenaire romantique dans le foyer conjugal, surtout s'il est impliqué dans l'infidélité, était un motif de changement. Il m'a aussi dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Reed Keegan a déposé une plainte en diffamation contre vous. J'ai posé mon café. Il a fait quoi? Il prétend que votre confrontation publique à la fête et les déclarations subséquentes à des connaissances mutuelles ont causé un préjudice à sa réputation et à son entreprise. Il demande 75 000 $ de dommages et intérêts. L'homme qui avait trahi ma confiance, couché avec ma femme, emménagé dans ma maison et déplacé mon fils de son propre lit, me poursuivait maintenant pour avoir blessé ses sentiments. J'ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que l'absurdité de la situation avait atteint un niveau où le rire était la seule réaction saine. Peut-il gagner? J'ai demandé. Pas la moindre chance, a répondu Donald. La vérité est une défense absolue contre la diffamation. Tout ce que vous avez dit était factuel, mais il peut vous traîner dans la procédure et vous coûter des frais de justice, ce qui est probablement le but. Il a fait une pause. Je déposerai une motion de rejet. Et Dean, cela nous aide en fait. Cela montre au tribunal qu'il est agressif, vindicatif, et plus préoccupé par son image que par les dommages qu'il a causés à un enfant. Les juges le remarquent. Cet après-midi-là, je me suis assis avec Landon à la table de la cuisine de Ray et l'ai aidé avec ses devoirs d'algèbre. Il était en retard, n'avait pas rendu ses devoirs depuis 3 semaines. Je ne l'ai pas sermonné. Je me suis juste assis là, j'ai travaillé avec lui sur les problèmes, et j'ai laissé la normalité de la situation parler d'elle-même. À un moment donné, il a levé les yeux et a dit « Papa, est-ce que ça va aller ?» J'ai posé ma main sur sa nuque comme je le faisais quand il était petit. « Oui, mon grand. Ça va aller. » Il a hoché la tête et est retourné à ses équations. Et pour la première fois depuis cette nuit sur le patio, j'ai cru mes propres paroles. Reed est apparu à l'appartement de Ray un mercredi soir. Pas d'appel, pas d'avertissement, juste 3 coups secs et une voix que je n'avais pas entendue depuis le patio. Dean, ouvre. On doit régler ça comme des hommes. Landon était dans la chambre d'amis à faire ses devoirs. Je lui ai dit de ne pas bouger, puis j'ai marché jusqu'à la porte et l'ai ouverte à moitié. Reed se tenait sur le palier dans un blouson en cuir et un jean, les bras le long du corps, essayant d'avoir l'air détendu. Il ne l'était pas. Sa main gauche tripotait ses clés de voiture et sa mâchoire était serrée assez fort pour tordre de l'acier. Je suis sorti dans le couloir et j'ai refermé la porte derrière moi. Mon téléphone était dans ma poche arrière, enregistrant. Donald m'avait dit de documenter chaque interaction à partir de maintenant. Un conseil intelligent d'un homme intelligent. Dis ce que tu es venu dire. Je lui ai dit. Reed a expiré comme s'il avait répété cela dans le miroir. Delaney m'a dit que vous deux, c'était fini. Elle a dit que vous viviez des vies séparées depuis plus d'1 an. Elle a dit que le mariage n'était qu'une formalité. Et tu as cru ça? Je n'avais aucune raison de ne pas le croire. Tu avais toutes les raisons, Reed. Tu t'es assis à ma table. Tu as bu ma bière. Tu m'as regardé entraîner l'équipe de basket de mon fils pendant que tu me trompais avec sa mère. J'ai gardé ma voix basse, calme. La façon dont je parlais à une nouvelle recrue qui venait de briser un protocole de sécurité. Tu ne l'as pas cru parce qu'elle était convaincante. Tu l'as cru parce que cela faisait paraître ce que tu faisais plus petit. Il a déplacé son poids. Les clés ont tinté. Je ne suis pas venu ici pour me battre. Bien, parce que ce n'est pas un combat. C'est une conversation que tu vas regretter d'avoir commencé. J'ai croisé les bras. Ton nom est sur ma demande de divorce. Les registres financiers montrent des virements des comptes de ma femme pour financer ton petit arrangement. L'appartement à Akron, le voyage à Nashville, les bijoux. Mon avocat a tout. Le visage de Reed est devenu pâle. C'est entre toi et Delaney. C'était le cas jusqu'à ce que tu déposes une plainte en diffamation de 75 000 $ contre moi pour avoir dit la vérité aux gens. Tu t'es toi-même impliqué dans l'affaire, Reed. Je ne t'ai pas traîné. Tu as sauté dedans. Il a reculé comme si le couloir s'était rétréci. Je vais abandonner la plainte. Trop tard. C'est enregistré. Et mon avocat l'utilise pour démontrer un comportement de représailles de ta part. Les juges n'aiment pas ça. J'ai fait une pause. Dana non plus. Sa tête s'est relevée. Laisse ma femme en dehors de ça. Ta femme est déjà dedans.
Elle ne le sait pas encore, mais elle le saura parce que les dépôts de cours sont des registres publics et ton nom y est partout. La bouche de Reed s'est ouverte, puis s'est refermée. Il ressemblait à un homme debout dans une maison qu'il venait de réaliser en feu, sans aucune issue en vue. Reed lui dis-je doucement. Du procès, de Delaney. De ma famille. C'est le meilleur conseil que quelqu'un te donnera jamais. Il s'est retourné sans un mot et a descendu les escaliers. J'ai entendu sa voiture démarrer, puis s'éloigner. Je suis resté dans le couloir jusqu'à ce que le son disparaisse, puis je suis rentré. Landon se tenait dans l'embrasure de la cuisine, les bras croisés, me regardant. C'était lui. J'ai hoché la tête. Qu'est-ce qu'il a dit? Rien qui compte. Il a étudié mon visage pendant quelques secondes, puis s'est retourné et est retourné dans sa chambre. Le gamin n'a pas insisté. Il apprenait à la dure, trop jeune, que certaines réponses viennent en leur temps. Le lendemain matin, Donald a appelé avec des nouvelles. L'avocat de Delaney s'était retiré de son dossier, déposant une motion de retrait, citant des différences irréconciliables avec la cliente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a examiné les preuves, l'acte falsifié, les comptes vidés, le faux rapport de police, les messages cloud décrivant la stratégie de sortie de Delaney, et il a décidé que sa licence ne valait pas la responsabilité. La voix de Donald portait une pointe de satisfaction. Elle va avoir besoin d'un nouvel avocat, et quiconque prendra cette affaire lui facturera le double parce que personne ne veut défendre un navire qui coule. J'ai pensé à Delaney assise quelque part en ce moment, fouillant dans les annuaires téléphoniques et les recherches Google, essayant de trouver quelqu'un prêt à se tenir à ses côtés au tribunal et à prétendre que ce qu'elle avait fait était défendable. Bonne chance avec ça. Dana Keegan m'a appelé un vendredi après-midi. Je ne m'y attendais pas. Je n'ai même pas reconnu le numéro au début, mais quand elle a dit son nom, je me suis assis à la table de la cuisine de Ray et j'ai écouté. Sa voix était calme, contrôlée, la voix de quelqu'un qui se tenait debout grâce à ses ongles. J'ai trouvé la plainte en ligne, dit-elle. Reed m'a dit que c'était un malentendu, que tu exagérais. Mais les documents ne mentent pas, n'est-ce pas? Non, ai-je répondu. Ils ne mentent pas. Elle m'a demandé ce que je savais. Je lui ai dit simplement, sans fioriture, les 14 mois, l'appartement, le voyage à Nashville, la façon dont il agissait à la fête, à l'aise et sans honte, comme si c'était sa vie et que j'étais l'interruption. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Alors il m'a dit qu'il était à une conférence ce week-end-là, celle de Nashville. Il a même rapporté un porte-clés du Grand Ole Opry. Je pensais que c'était gentil. Ma mâchoire s'est serrée. Je n'ai rien dit. Certains moments n'ont pas besoin de commentaires. Ils ont juste besoin d'un témoin. Merci de m'avoir dit ça, a-t-elle finalement dit. Je sais que ce n'est pas facile pour toi non plus. Ce n'est pas le cas, mais tu mérites la vérité. Personne ne me l'a donné. Et j'ai passé des mois à me promener aveugle dans ma propre maison. Je ne le souhaiterais à personne. Après que nous ayons raccroché, je suis resté assis un moment à penser à deux familles, la mienne et la sienne, toutes deux piégées par le même explosif et déclenchées par les deux mêmes personnes. Reed et Delaney ne m'avaient pas seulement trahi. Ils avaient aussi tiré la goupille de la vie de Dana. Et elle ne savait même pas qu'elle se tenait sur la grenade avant qu'elle ne soit déjà en morceaux. 2 jours plus tard, Donald a appelé. La plainte en diffamation avait disparu. Reed l'avait retirée discrètement, sans explication. Donald a dit que Dana lui avait probablement donné un ultimatum. Soit il abandonnait la plainte, soit elle le quittait. Quoi qu'il en soit, le tableau juridique se clarifiait. Les procédures de divorce ont ensuite avancé rapidement. Le nouvel avocat de Delaney, son troisième, était une femme fatiguée de Canton qui a passé la majeure partie de l'audience préliminaire à regarder les preuves comme si elle lisait le rapport d'un autre crime. Quand Donald a présenté l'acte falsifié, les économies drainées, le fonds universitaire vidé et les messages cloud décrivant la stratégie de sortie de Delaney, la salle d'audience est devenue silencieuse. Le juge n'a pas négocié. Il a accordé la garde exclusive de Landon à moi. Delaney a obtenu des visites supervisées 2 fois par mois, sous surveillance dans un centre familial. La maison a été ordonnée de revenir à la propriété conjointe en attendant la vente et le produit partagé après restitution pour le transfert forgé. Delaney a été ordonné de rembourser entièrement le fonds universitaire. Mais je ne voulais pas de la maison. Donald m'a regardé comme si j'avais perdu la tête. Dean,
tu as droit à la moitié de la valeur nette. Je n'en veux pas, dis-je, laisse-la la garder. Laisse-la s'asseoir seule dans cette maison avec chaque pièce lui rappelant ce qu'elle a fait exploser. Elle peut avoir les murs. Et mon fils? Donald a secoué la tête lentement mais a déposé la renonciation. Je suis sorti de ce tribunal avec Landon à mes côtés et rien d'autre. Pas de maison, pas d'économie, pas d'illusion. Juste mon garçon, mon travail, et une route claire devant moi. Cette nuit-là, j'ai appris d'Amber que Reed avait quitté sa maison. Dana avait déposé une demande de séparation la même semaine. Il séjournait dans un motel le long de la route 11. Le genre avec des tarifs à la semaine et des distributeurs automatiques dans le couloir. Pas d'appartement à Akran, pas de Delaney, pas de famille, juste un homme assis dans une chambre qu'il payait à la semaine, fixant les murs de la vie qu'il avait construite avec les débris de quelqu'un d'autre. Je ne l'ai pas plaint, mais je ne me suis pas senti satisfait non plus. Je me sentais juste fatigué. Le genre de fatigue qui vient après avoir porté quelque chose si longtemps qu'on a oublié ce que ça faisait de se tenir droit. 3 mois passèrent. L'hiver s'installa sur Youngstown comme une couverture grise que personne n'avait demandé. Et la vie, ma nouvelle vie commença à prendre forme de manières inattendues. Landon et moi avons emménagé dans un appartement de 2 chambres du côté ouest de la ville, assez proche d'une école pour qu'il puisse marcher quand le temps le permettait. Ce n'était pas grand-chose, murs minces, une cuisine de la taille d'un placard, une vue sur le parking qui faisait apprécier les rideaux, mais c'était le nôtre. Pas de fantômes dans le couloir, pas de mensonges incrustés dans les murs. J'ai continué mes quarts à l'usine. Les gars de l'atelier savaient que quelque chose s'était passé. Petite ville, grande gueule, mais personne n'en parlait directement. Ils pensaient juste un peu plus fort quand j'entrais, laissaient du café sur mon bureau sans qu'on le leur demande, couvraient mes pauses sans se plaindre. C'est comme ça que les hommes gèrent les choses quand ils n'ont pas les mots. Ils se présentent. Landon allait mieux. Ses notes remontaient. Il avait intégré l'équipe de basket junior et restait après l'entraînement la plupart des jours pour travailler son tir. Certains soirs, je le prenais et nous allions manger des hamburgers dans un restaurant de Market Street où la serveuse connaissait notre commande par cœur. Il ne parlait pas beaucoup de Delaney. Je n'insistais pas. La conseillère que Donald avait recommandée s'en occupait, une femme calme et patiente nommée Dr. Reeves, à qui Landon semblait faire confiance, ce qui était plus que ce que je pouvais dire pour la plupart des adultes de sa vie en ce moment. Les visites supervisées de Delaney avaient lieu 2 fois par mois dans un centre familial près du tribunal. Landon y allait, mais il revenait plus silencieux chaque fois. Un soir après une visite, il s'est assis sur le canapé et a fixé la télévision sans l'allumer. Elle a pleuré tout le temps, dit-il sans me regarder. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle était désolée et que tout était devenu incontrôlable. Je me suis assis à côté de lui. Comment cela t'a-t-il fait sentir? Il a réfléchi. Comme si elle était désolée d'avoir été prise, pas désolée de l'avoir fait. 14 ans et il pouvait déjà voir la différence entre le remords et la performance. Reed était parti. Amber m'a dit qu'il avait déménagé à Columbus après que Dana ait demandé le divorce. Il avait perdu 2 clients de son entreprise de conseil lorsque les dépôts de cours sont devenus publics. Aux dernières nouvelles, il louait un studio et travaillait pour une agence d'intérim. L'homme qui venait à mes barbecues en polo parlant de son portefeuille remplissait maintenant des feuilles de temps pour du travail temporaire. Je n'ai pas célébré cela. J'ai juste pris note et suis passé à autre chose. La mère de Delaney, Gail, m'a appelé un après-midi. J'ai failli ne pas décrocher, mais quelque chose m'a dit de le faire. Dean, dit-elle, et sa voix semblait 10 ans plus vieille que la dernière fois que je l'avais entendue. Je veux que tu saches que je n'ai rien eu à voir avec le transfert de la maison. Elle m'a dit qu'elle refinançait et qu'elle avait besoin de mon nom sur l'acte temporairement. Je l'ai cru. Je n'aurais pas dû, mais je l'ai fait. Je suis resté silencieux un instant. Je te crois, Gail. Je l'ai mieux élevé que ça, dit-elle, et j'ai entendu quelque chose se briser dans sa voix. Je ne la reconnais plus. Moi non plus. Elle a demandé des nouvelles de Landon. Je lui ai dit qu'il allait bien. Elle a demandé si elle pouvait le voir un jour. Je lui ai dit que j'y penserais, et je le pensais. Gail n'était pas l'ennemi. Elle était juste une autre personne dans le rayon d'explosion des choix de sa fille. Puis, un mardi soir de fin janvier, mon téléphone a sonné. Le numéro de Delaney. J'ai failli laisser sonner, mais Landon était à l'entraînement.
L'appartement était calme et une partie de moi, la partie qui se souvenait encore de la femme que j'avais épousée il y a 21 ans, a décroché. Sa voix était différente. Pas le ton sec et calculé des messages. Pas les larmes théâtrales du centre familial. C'était quelque chose de brut, dépouillé, comme quelqu'un debout dans une pièce vide sans public pour qui se produire. Reed m'a quitté, dit-elle. Il a déménagé à Columbus il y a 3 semaines et a arrêté de répondre à mes appels. Il a pris les meubles de l'appartement d'Akron et a résilié le bail sans me le dire. Je n'ai rien dit. J'ai perdu la maison, Dean. La banque a commencé les procédures de saisie après que j'ai manqué de paiement. Maman ne veut pas co-signer un autre prêt. Pauline ne me rappelle pas. Sa voix trembla. Je loge dans un motel sur Belmont Avenue. Celui près de l'autoroute. Je connaissais l'endroit. Tarif à la semaine. Machine à glaçons dans le couloir. Le genre d'endroit qui sent le nettoyant pour tapis et le regret. J'ai fait une erreur, murmura-t-elle. J'ai fait tellement d'erreurs. Je suis resté assis dans la cuisine, le téléphone pressé contre mon oreille, regardant la porte du réfrigérateur où Landon avait épinglé son emploi du temps de basket avec un aimant en forme d'Ohio. Et j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Ni colère, ni satisfaction, ni même pitié, juste une tristesse profonde et tranquille pour la version de nous qui existait autrefois et qui n'existerait plus jamais. Delaney, dis-je lentement, je suis désolé que tu souffres. Vraiment. Mais j'ai passé 21 ans à être ton filet de sécurité. Et chaque fois que je te rattrapais, tu sautais à nouveau. J'ai fait une pause. Je ne peux pas être ton plan de secours. Je ne serai pas l'homme vers qui tu reviens parce que toutes les autres options ont échoué. Elle pleurait maintenant. Pas le genre performatif. De vrais pleurs laids et brisés. J'espère que tu t'en sortiras, lui dis-je, pour ton bien et pour celui de Landon, mais tu vas devoir le faire sans moi. J'ai raccroché, posé le téléphone sur le comptoir, et suis resté assis dans le silence pendant un long moment. Ce n'était pas facile. Quiconque vous dit que rompre avec 21 ans se fait sans heurtement. Mais c'était juste. Et parfois, le juste est la seule boussole que vous ayez quand tout le reste est brisé. Le printemps arriva lentement cette année-là, comme toujours dans le nord-est de l'Ohio. À contre-cœur, comme si l'hiver ne voulait pas lâcher prise. Mais à la mi-avril, les arbres le long de la rivière Mahoning commençaient à reverdir et l'air avait cette odeur terreuse et crue qui signifie que le sol se réveille, qu'il le veuille ou non. Landon et moi sommes allés à la rivière un samedi matin. Pas de plan, pas d'ordre du jour, juste 2 personnes qui avaient besoin d'être ailleurs qu'entre 4 murs. J'ai emballé une thermos de café. Il a apporté un sac de bretzel et son ballon de basket, qu'il emportait partout comme une couverture de sécurité qu'il n'aurait jamais admis avoir besoin. Nous nous sommes garés près du vieux pont de chemin de fer et avons descendu jusqu'à la berge. L'eau était haute à cause de la fonte des neiges, brune et régulière, poussant vers le sud en direction du lac. Landon a ramassé une pierre plate et l'a fait ricocher 3 fois avant qu'elle ne coule. 4 est mon record, a-t-il dit. Le mien est 6. Pas possible. J'en ai trouvé une lisse, mince et ovale, et l'ai envoyée bas sur la surface. 5 ricochets. Assez proche. Il a ri. Le premier vrai rire que j'ai entendu de lui depuis des mois. Pas poli, pas forcé, juste un gamin de 14 ans riant de son vieux qui fait le malin au bord d'une rivière. J'ai retenu ce son comme s'il était fait de verre. Nous avons jeté des pierres pendant un moment sans parler. La rivière bougeait. Le vent soufflait à travers les arbres. Un train traversa le pont au-dessus, secouant le sol sous nos pieds, et nous avons tous deux levé les yeux en même temps comme si nous regardions la même pensée passer au-dessus de nous. Puis Landon s'est assis sur un rocher, les coudes sur les genoux, et a regardé l'eau. « Papa, je peux te demander quelque chose ? Tout ce que tu veux. Est-ce qu'elle te manque ? » Je n'ai pas répondu tout de suite. Je lui devais l'honnêteté. Et l'honnêteté prend un instant à trouver quand la vérité est compliquée. La femme que je pensais qu'elle était me manque, dis-je, la femme que j'ai épousée, celle en qui je croyais. Elle me manque tous les jours. Mais cette femme est celle qui a fait ce qu'elle a fait. Ce ne sont pas la même personne. Peut-être qu'elles ne l'ont jamais été. Peut-être que je voulais juste qu'elle le soit. Il a hoché la tête lentement, retournant une pierre dans ses mains. Elle m'a dit la dernière fois qu'elle allait s'améliorer, qu'elle voyait un thérapeute et qu'elle voulait regagner ma confiance.
Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que les gens disent beaucoup de choses quand ils perdent. Je l'ai regardé. Ce gamin qui avait été forcé de grandir plus vite qu'un enfant de 14 ans ne devrait, qui avait vu sa mère s'effondrer et son père se reconstruire, qui avait fait son sac au milieu de la nuit et était monté dans un camion sans savoir où il dormirait. Tu sais ce que je pense, dis-je, je pense que tu vas très bien t'en sortir. Mieux que bien. Il a souri. Pas grand, pas éclatant, juste assez. Merci, papa. Nous sommes restés près de la rivière pendant une autre heure. Il m'a appris des mouvements de basket qu'il avait vus en ligne. Je lui ai appris à lire le courant, où se cachent les poissons, où le fond s'abaisse, comment l'eau trouve toujours le chemin de la moindre résistance, même lorsque les rochers essaient de l'envoyer ailleurs. À un moment donné, il a ramassé une pierre, l'a tenue un instant, puis l'a lancée aussi loin qu'il le pouvait, sans la faire ricocher, juste en la projetant au centre de la rivière où elle a disparu avec un grand plouf. C'était pourquoi, celle-là? J'ai demandé. Il a haussé les épaules. J'avais juste envie de laisser quelque chose partir. J'ai ramassé une pierre à mon tour. Lisse, fraîche, de la taille d'un dollar en argent. J'ai pensé à tout ce que j'avais porté pendant les 4 derniers mois. La rage, l'humiliation, la trahison, la paperasserie, les nuits sans sommeil, le regard sur le visage de mon fils quand il m'a appelé d'une maison qui n'était plus la sienne. Je l'ai lancé, les regarder décrire un arc contre le ciel gris et disparaître dans le courant sans un bruit. Landon m'a regardé. Ça va mieux? Oui, dis-je. Je crois que oui. Nous sommes retournés au camion alors que le soleil perçait les nuages pour la première fois depuis des jours. Il a jeté son ballon de basket sur la banquette arrière et est monté à côté de moi. J'ai démarré le moteur, suis sorti sur la route, et me suis dirigé vers la ville. Sans regarder en arrière, sans rejouer. Juste un père et son fils roulant vers ce qui viendrait ensuite. Et pour la première fois de mémoire, c'était suffisant pour me maintenir stable. Ce que je respecte chez Dean, c'est que peu importe à quel point ils l'ont frappé, il n'a jamais perdu qui il était. Il est resté fort pour son fils, et c'est ce que font les vrais hommes. Merci d'avoir écouté. Prenez soin de vous, et je vous retrouve dans la prochaine histoire.